Bonsoir Marie-Pierre et merci d'être présente pour parler avec nous de votre ouvrage Le premier des chefs. Vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes directrice du centre de recherche en histoire des Slaves. Vous travaillez habituellement sur les relations internationales et vous êtes spécialiste de la Russie. Certains de vos ouvrages comme De la Russie à l'Union soviétique, la construction de l'Empire, ou encore l'Atlas historique de la Russie d'Ivan III à Vladimir Poutine sont d'ailleurs devenus des ouvrages de référence dans le domaine. Pourtant, avec ce dernier livre, Le premier des chefs, vous choisissez de vous éloigner en apparence de vos terrains d'études habituels en vous penchant sur la figure d'Antonin Carême et sur son rôle pionnier dans l'histoire de la gastronomie française. Ce livre serait-il donc un pas de côté dans votre œuvre et pourrait-on aller jusqu'à dire qu'il existerait comme un hors-d'œuvre dans votre travail ? Merci beaucoup, merci de cette très très gentille présentation. Un pas de côté, oui, alors j'espère si on file la métaphore, qu'il n'est pas indigeste à la lecture, j'espère que non. Un pas de côté, oui, j'avais envie en fait d'aborder le 19e siècle qui m'est très cher, surtout ce premier tiers du 19e siècle, d'une manière un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Et puis, le lien n'est quand même pas totalement absurde en ce sens que Antonin Carême est allé à Saint-Pétersbourg, il a côtoyé le tsar Alexandre Ier qui est un de mes héros, sinon mon héros préféré, et donc de ce point de vue-là, c'était aussi une façon d'entrer dans les relations internationales et d'essayer de réfléchir à ce que la gastronomie pouvait apporter en matière donc de soft power, pour dire les choses de façon un peu anachronique, puisque le terme évidemment n'existe pas à ce moment-là. Et puis c'est aussi une façon de m'inscrire dans une réflexion collective, puisque dans mon laboratoire, à l'UMR Ciris, qui est un gros laboratoire que je dirige à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, nous avons aussi un axe d'études sur les transferts alimentaires, tout ce qui touche autour des greffes, des hybridations en matière de goût. Et évidemment, en matière de goût, on ne pouvait pas évacuer la grande figure d'Antonin Carême. Donc voilà ce qui a contribué à me pousser vers ce personnage. Concernant le contenu, donc j'aimerais vous demander pourquoi avoir choisi ce sujet. Et donc, ayant commencé à travailler sur Alexandre Ier à Paris, j'ai commencé à travailler sur les archives disponibles, les souvenirs des uns et des autres, et c'est là que j'ai rencontré la figure d'Antonin Carême, qui était donc au service de Talleyrand. Et je me suis rendu compte que ce cuisinier avait eu un rôle extraordinaire en servant pendant 6 semaines, mais surtout les 2 premières semaines en 1814, puis ensuite à l'Élysée et ensuite de nouveau en 1815 après les 100 jours. Il sert Talleyrand et je me suis rendu compte qu'il avait joué un rôle extrêmement important, non seulement en 1814, mais également quand il sert Napoléon, quand il sert Murat, autrement dit quand il sert les élites de l'Empire et qu'il contribue donc à donner un grand prestige à la France, mais également à faire de la cuisine un outil d'influence. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant aussi, un outil d'influence, parce que sous la période impériale, la cuisine va jouer un double rôle. D'un côté, on va avoir lieu des grandes célébrations culinaires avec plusieurs milliers de personnes qui sont invitées. Et là, on voit que la cuisine sert à magnifier l'Empire, le régime impérial, donc vraiment à épater, on dirait aujourd'hui, et à souder le peuple derrière, voilà, dans ces grandes célébrations. Pour ma part, on va passer à des questions plutôt sur le contenu. Donc, je vais avoir une question qui se divise un petit peu en 2 parties. La première étant que vous qualifiez Antonin Carême comme le premier des chefs, c'est notamment le titre du livre. Et donc, nous cherchons à savoir ce qu'il différencie de ses prédécesseurs pour vous, et également ce qui va faire que malgré cette qualification que vous lui donnez, il soit pratiquement et malheureusement oublié aujourd'hui. Et donc, pour la deuxième partie de la question, ça va plutôt reposer sur le rôle de l'écrit dans la vie de Carême. Le premier des chefs, oui, parce qu'en réalité, le premier a porté ce titre, ce nom. À l'époque, on parlait de chef de cuisine pour différencier le chef de cuisine du maître d'hôtel. Et le premier, en réalité, qui va parler non plus du chef de cuisine, mais de son chef, c'est le baron James de Rothschild,
qui va contribuer à faire d'Antonin Carême une personnalité publique. Et c'est ça qui le différencie, pourrait-on dire, de ses prédécesseurs. Effectivement, progressivement, il tombe dans l'oubli, même si beaucoup de gens vont lui rendre hommage, puisque Escoffier se considère comme un disciple. Alors non pas un disciple direct, hein, puisqu'il y a 2 générations qui les séparent, mais un disciple quand même par le fait qu'il a lu Carême. Mais vous avez raison, il tombe dans l'oubli. Alors, pourquoi? Sans doute parce qu'en réalité, il n'a pas été restaurateur, hein, il n'a pas de restaurant à lui. Il a donc formé quelques marmitons quand il les croisait à l'Élysée, par exemple, chez Murat ou chez Talleyrand ou chez le régent d'Angleterre, etc. Mais, et il a formé des petits marmitons dans sa pâtisserie, puisqu'il a eu une pâtisserie, mais pendant 2 ans seulement. Et il lui a manqué, en fait, hein, voilà, ce maillon qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui sont restés dans la mémoire collective comme Escoffier sont des gens qui ont été des grands chefs dans de grandes maisons comme le Ritz ou comme les grands palaces ou les grands restaurants. Alors le rôle de l'écrit pour lui c'est fondamental. C'est fondamental. Il a toujours eu un petit complexe en réalité, hein, malgré tout, voilà, d'avoir été un enfant abandonné, mais il a eu très tôt le souci d'abord d'écrire des livres, hein, ça on pourra y revenir éventuellement, mais d'écrire des livres, il va bien le faire, hein, puisque ces livres sont vraiment des best-sellers pour l'époque, hein, 4000, 5000 exemplaires, c'est pas rien, donc ça c'est à noter. Donc il a le souci d'être lu, d'être diffusé, ça aussi c'est extrêmement moderne pour l'époque, donc avec des bons tirages, et en même temps, vous avez raison, il codifie le soir tout ce qu'il a appris dans la journée. Et ça c'est pour mieux mémoriser, bien sûr, pour se souvenir, parce qu'il y a beaucoup de détails en cuisine, en pâtisserie, on va peser au gramme près, les temps de cuisson, voilà, demandent beaucoup de rigueur, donc il marque tout cela. Il marque aussi ce qu'on lui raconte, et ça c'est important pour Carême, parce qu'il est vraiment dans la mémoire beaucoup des recettes qu'il va codifier par écrit. Il les a reçues par une transmission orale, et donc c'est ça qui fait qu'il lui faut absolument les coucher par écrit le soir de peur de les oublier. C'est un passeur de goût. C'est pour ça que j'emploie cette expression dans mon livre. C'est un passeur de goût parce que d'un côté, il est extrêmement patriote, hein, il considère que la cuisine française est la meilleure au monde et ça, il va vraiment porter ce discours à la cour de Naples, à Saint-Pétersbourg, à Londres, à Brighton et ainsi de suite. Mais dans le même temps, il est à l'écoute de ce que font les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Il est, des statistiques le montrent, hein, le grand cuisinier dans un long 19e siècle qui va jusqu'en 1918. Donc, si on regarde tous les livres de cuisine qui ont été publiés jusqu'en 1918, on s'aperçoit que c'est le cuisinier qui intègre dans sa cuisine et dans ses livres, en particulier dans son art de la cuisine française au XIXe siècle, le plus de recettes venues de l'étranger. 1/5 et avec une prédominance de recettes européennes. Et si on affine encore plus, on s'aperçoit qu'il a un tropisme italien, hein, c'est la cuisine italienne, en particulier les pâtes, c'est lui qui va quand même faire découvrir aux Français, alors non pas les pâtes, parce que les Français les avaient vues, mais la manière dont on les cuisine, ce qui est finalement peut-être plus important, et les lasagnes, le macaroni, à l'époque on dit le macaroni, les lasagnes, les tagliatelles, qui sont des pâtes venues de Naples et qui sont vraiment le fruit direct de ses voyages, puisqu'il a servi à la cour de Naples. Mais il est systématiquement très intéressé par la cuisine des autres, hein, le goût de l'étranger, selon la belle expression, et il introduit aussi des produits, un certain nombre de produits, des produits exotiques par exemple, hein, il sera un des premiers à cuisiner, à faire des desserts à base de fruits exotiques qui commencent à entrer à Paris et à être vendus à Paris. Voilà, donc il est vraiment, de ce point de vue-là, à l'écoute de ce que font les autres, de ce qui se fait dans l'air du temps. Alors, il n'adhère pas à tout, c'est ça aussi qui est très intéressant chez lui, hein. Il y a des choses, par exemple, il viendra
l'usage de la pomme de terre. Au départ, il est un petit peu rétif. Il va s'y mettre, mais avec quelques recettes seulement qu'il crée. Donc, c'est pas quelqu'un qui suit la mode pour dire je suis à la mode. C'est vraiment quelqu'un qui s'imprègne de ce que font les autres, de ce qui se fait dans l'air du temps, mais qui finalement les retient ou ne les retient pas selon ce qui lui paraît intéressant. Donc, c'est ça aussi que j'aime bien chez le personnage. Alors, pour la question, c'est beaucoup plus terre à terre. C'est en termes d'édition. Est-ce que c'est vous qui avez participé à la fabrication éditoriale, entre guillemets, de votre livre? Et aussi, est-ce que vous avez pu choisir le titre, l'illustration et le graphisme du livre comme vous l'entendiez? Pour ce qui est de la maquette, oui, en fait, j'ai la chance d'avoir un éditeur avec qui je travaille depuis longtemps maintenant. Et je dirais que Flammarion m'a fait un très très beau cadeau avec ce livre, en ce sens que l'illustration est particulièrement belle, puisqu'il y a à la fois le cahier central qui reproduit des tableaux, des caricatures, des gravures de l'époque, et puis aussi ce très beau cadeau qui sont les aquarelles, voilà, qui ouvrent et qui ferment le livre, et qui ont donc été reproduites par une artiste à partir des photographies de vraies pièces montées, qui ont été donc préparées, élaborées à l'occasion de la réouverture d'un musée, d'un palais de Catherine II aux alentours de Moscou. Donc, et que le pâtissier qui les avait confectionnés a bien voulu mettre à ma disposition. Donc ce livre, de ce point de vue-là, a eu beaucoup de chance, puisqu'il a donné lieu aussi à des rencontres absolument extraordinaires, hein, dont voilà, cette rencontre avec ce grand pâtissier qui s'appelle Laurent Boursier. Et pour ce qui est donc et nous avons choisi, voilà, Emmanuel Lé a fait un très beau travail sur le livre, puisque vous avez pu voir que les recettes présentent à chaque fois des facsimilés en fait des œuvres de Carême. Hein. Tous les dessins sont tirés des œuvres de Carême. C'est toujours un objet de discussion, le titre, et c'est ça qui est intéressant aussi avec l'éditeur, parce que chacun finalement met un peu de subjectivité dans le titre, donc c'est pour cela qu'il est important d'en discuter. Mais c'est un moment très important, et donc c'est bien que vous ayez noté ce détail, parce qu'effectivement, pour un auteur, trouver le titre, voilà, j'y suis, c'est presque fini, c'est le moment où... Mais le livre va devenir indépendant de vous, il va prendre son envol en quelque sorte. Et il faut que le titre corresponde à ce qu'on a voulu dire. Sinon, on se sent mal quand le livre sort avec un titre qu'on ne reconnaît pas. Hein. Dans votre livre, beaucoup de recettes sont présentes. Est-ce que vous les avez testées? Si oui, ou même si vous ne les avez pas testées, est-ce que vous avez constaté un décalage entre les recettes d'aujourd'hui et celles de l'époque de Antonin Carême? Alors, pour les recettes, donc j'ai mentionné que toutes celles qui étaient salées étaient faisables encore aujourd'hui. Les recettes sucrées, il faut les faire, mais en dosant moins de sucre. Donc, il faut vraiment, quand vous faites, vous commencez à mettre les ingrédients, être raisonnable, parce que là, on est en décalage. Hein, on sucre aujourd'hui beaucoup moins que ne le faisaient les contemporains du fin 18e, début 19e siècle. On aime vraiment, vraiment beaucoup le sucre. En plus, le sucre est cher à l'époque, donc c'était aussi un marqueur social. Donc, les gens voilà, utilisent du sucre un peu, enfin, sans parcimonie, peut-être aussi pour montrer à quel point ils peuvent consacrer des moyens à la cuisine et à la gastronomie en général. Alors, pour ce qui est donc du décalage, bon, ces recettes sont compliquées. Même si celles que j'ai choisies se veulent parmi les moins difficiles du livre. Mais pour ce qui est en fait des usages culinaires, ce qui est intéressant dans Carême, c'est que il accorde donc beaucoup d'importance à l'esthétique. Ça, aujourd'hui aussi, hein, quand on regarde Top Chef, etc., la manière dont les plats sont présentés est extrêmement importante. Hein, on aime l'harmonie. Et ça, c'est une autre donnée esthétique de Carême. Hein. Il considérait que il faut que tout soit beau, c'est-à-dire non seulement que la recette soit bonne, mais qu'elle soit belle sur la table, mais que le nom de la recette aussi soit joli, hein, parce qu'il s'agissait de convoquer un peu un imaginaire.
Et ça a perduré. L'autre point qui est important et qui le rapproche de nous, c'est qu'il est très attaché à ce que le produit soit mis en valeur. Jusqu'à son époque, avant lui, on a tendance à user de beaucoup d'épices, à surcharger un peu en poivre, en cayenne, en clou de girofle, ce qui n'est pas du tout sa philosophie. Il est aussi très soucieux que l'alimentation, que la cuisine participe à l'allongement de la vie. Autrement dit, il a déjà un peu le concept de cuisine diététique, alors pas le mot évidemment, hein, mais l'idée que voilà, la cuisine, ça permet aussi de gagner, dit-il, 10 ans de vie. Donc avec justement pas trop de cuisine grasse, pas trop de sauce lourde, pas trop de viande rouge, pour éviter la goutte à l'époque. Hein, on est trop influencé encore par la cuisine d'Ancien Régime, où il y a beaucoup de plats en sauce et de viande rouge, d'où la goutte, qui est un problème de santé chez les élites. Mais donc, il part en guerre un peu contre tout ça, en voulant une cuisine diététique et une cuisine de saison. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Quand il écrit son livre des menus, il fait des menus de saison, c'est-à-dire qu'il faut utiliser les fruits et les légumes au meilleur de leur saison, au meilleur de leur goût. Je voulais vous poser des questions vis-à-vis de votre métier d'historienne. Déjà, pourquoi avoir choisi ce métier précisément? Est-ce que c'est difficile d'être dans ce domaine en tant que femme? Et est-ce que vous avez vu une évolution durant votre carrière d'historienne? Chez moi, la vocation d'historienne est très ancienne. J'ai tout de suite aimé l'histoire dès la classe de 4e. J'ai eu la chance d'avoir un grand professeur, une femme extraordinaire qui m'a vraiment donné la passion de l'histoire. Puis ensuite, j'ai presque en même temps découvert la langue russe, le russe, qui m'a fait entrer dans un univers qui m'a tout de suite séduite. Et j'ai un petit peu hésité entre être une historienne ou être une spécialiste de la littérature russe. Et puis finalement, très tôt, la passion de l'histoire l'a emporté sur le reste. Il y a une très jolie formule que j'aime beaucoup de Catherine II qui, lorsque Voltaire lui reprochait de ne pas aller assez vite dans les réformes, elle lui a répondu: mais monsieur le philosophe, moi je travaille sur la peau humaine qui est autrement plus chatouilleuse, sous-entendu, que vos livres. Et je crois que voilà, c'est ça qui a fait que je suis historienne. J'aime bien travailler sur la peau humaine qui est chatouilleuse, c'est-à-dire saisir les humeurs des sociétés, des générations, et puis aussi essayer d'être utile, de donner une lecture qui puisse être utile actuellement, sans que l'historien puisse prédire, prévoir. Hein. On ne prédit, on ne prévoit jamais. Alors, en tant que femme, non. J'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière, et pourtant, c'est vrai que au début, travaillant sur l'histoire des relations internationales, on était très très peu nombreuses. Quand j'ai été élue professeure, j'ai été élue jeune professeure, ça aussi c'est un point, j'ai eu beaucoup de chance, mais quand j'ai été élue professeure, pour vous donner un peu, il y avait 12 professeurs d'histoire contemporaine à la Sorbonne, dont une femme, qui a pris sa retraite l'année où j'ai été élue. Ce qui fait qu'en tout et pour tout, il y avait une seule femme. Mais pour autant, je n'ai pas souffert de discrimination, de difficultés. Ce serait vraiment malhonnête de ma part de le prétendre. Au contraire, j'ai été vraiment accueillie de façon très égalitaire, très égale par mes collègues hommes. Et progressivement, d'autres femmes sont devenues professeurs à Paris 1 en histoire contemporaine, et ça a été quelque chose de très important à observer. Parce que c'est vrai que des femmes professeurs, il y en avait, mais il y en avait en histoire médiévale, il y en avait en histoire moderne. En histoire contemporaine, on en avait plus dans des domaines considérés comme, je dirais, terriblement so-called, hein, prétendument féminins, donc en histoire religieuse, histoire culturelle. Mais dès qu'on allait, entre guillemets, vers des domaines sérieux, entre guillemets, comme l'histoire militaire, histoire des relations internationales, même histoire politique, on avait beaucoup moins de femmes professeurs. Et Dieu merci, grâce aux efforts conjugués des uns et des autres, tout cela a changé, et aujourd'hui, on a une majorité de professeurs en histoire contemporaine qui sont des femmes à Paris 1, et globalement, on voit que dans les nouvelles générations, les femmes sont de plus en plus présentes, et pour moi, c'est une belle réussite collective. Hein.
pour clôturer cet entretien. Nous vous remercions tous pour l'importance que vous avez accordée à nos questions, ainsi que le temps que vous avez passé avec nous. Nous vous souhaitons tous donc de réussir le concours, ou du moins d'aller le plus loin possible dans celui-ci. Merci beaucoup, merci infiniment. Je suis pour ma part ravie d'avoir participé à cette belle aventure collective.